Quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire à la Coupe du Monde 2026, et cela n'a presque rien à voir avec la chance. Les supporters attendaient du spectacle sur le terrain. Personne n'imaginait que le tournoi lui-même deviendrait un champ de bataille politique avant même qu'un seul ballon ne soit joué dans les matchs à élimination directe. L'Allemagne, quadruple championne du monde, est dehors. Les Pays-Bas, une nation remplie de talents de classe mondiale, sont dehors eux aussi. Et derrière chacun de ces résultats stupéfiants se cache une histoire beaucoup plus vaste, faite d'argent, de visas, de frontières et d'un président qui voulait faire de ce tournoi son propre tour d'honneur. Commençons par le choc que personne dans le monde du football n'avait vu venir. L'Allemagne, l'une des sélections les plus titrées de la planète, a été éliminée en 16e de finale par le Paraguay. Une équipe que presque personne en dehors de l'Amérique du Sud n'imaginait même sortir de la phase de groupe. Le Paraguay a joué sans peur dès le premier coup de sifflet. Chaque tacle, chaque contre-attaque portait la conviction que l'histoire pouvait s'écrire. L'Allemagne est parvenue à revenir dans le match et a cru avoir signé une remontée miraculeuse lorsque le ballon a franchi la ligne. Les supporters allemands ont explosé. Les joueurs se sont étreints le long de la ligne de touche, célébrant déjà une place au tour suivant. Puis le système d'assistance vidéo est intervenu. Après une longue vérification sous haute tension, le but a été refusé. Le stade est tombé dans un silence stupéfait. La prolongation n'a rien changé et le match est allé au tir au but. L'Allemagne a manqué sa première tentative, puis en a manqué une autre, et en quelques minutes, les quadruples champions du monde regagnaient les vestiaires, incrédules, pendant que le Paraguay célébrait l'une des plus grandes soirées de son histoire footballistique. Des informations venues d'Allemagne indiquent désormais que la fédération préparerait déjà un changement d'entraîneur, avec un sélectionneur, Julian Nagelsmann, soumis à une pression sérieuse, et le nom de Jürgen Klopp qui circule comme possible remplaçant, selon plusieurs médias qui suivent les discussions internes de la fédération allemande. Rien n'a été confirmé publiquement par les responsables du football allemand, donc cela reste pour l'instant de la spéculation. Mais le simple fait que cette conversation existe quelques jours seulement après l'élimination montre à quel point cette défaite a été un séisme. Si quelqu'un doutait encore que l'incroyable parcours du Maroc jusqu'aux demi-finales en 2022 ait été autre chose qu'une simple série heureuse, ce tournoi a définitivement clos le débat. Les Lions de l'Atlas l'ont refait, en éliminant cette fois les Pays-Bas dans un match resté sous tension du début à la fin. Aucun des deux camps ne voulait être celui qui commettrait l'erreur fatale. Après une prolongation incapable de départager les deux équipes, les tirs au but ont tout décidé. Et une fois de plus, le Maroc a fait preuve d'un sang-froid remarquable sous pression. Chaque frappe, chaque arrêt, chaque célébration racontait l'histoire d'une nation de football qui refuse d'être définie par ses déceptions passées. Les Néerlandais rentrent chez eux. Le Maroc poursuit sa route vers une affiche que personne n'aurait pu prédire avant le début du tournoi. Le Maroc contre le Canada, l'un des pays hôtes, en 8e de finale. Le vainqueur écrira une nouvelle page de son histoire footballistique, et pour le Canada, le simple fait d'atteindre ce stade en tant que co-organisateur représente déjà un accomplissement majeur pour un programme longtemps resté en marge de la grande conversation mondiale du football. Le Brésil a bien failli devenir le prochain géant à tomber. Le Japon a livré l'une des prestations les plus courageuses et les plus disciplinées de tout le tournoi, pressant sans relâche et frustrant pendant de longues séquences, la seule étant 5 fois championne du monde. Chaque minute qui passait semblait faire monter la pression, et des millions de supporters brésiliens à travers le monde ont redouté une nouvelle sortie de route déchirante en Coupe du Monde. Puis, au cœur du temps additionnel, la délivrance est arrivée. Un but a réglé le match, le stade a explosé, et le Brésil a survécu pour se battre un jour de plus. Mais survivre n'est pas dominer. Et si le Brésil continue à défendre comme il l'a fait face au Japon, son prochain adversaire pourrait lui faire payer un prix encore plus lourd, en particulier si la Norvège sort de son côté du tableau. Imaginez cette affiche potentielle, deux des jeunes attaquants les plus électrisants du football face à face avec une place en quart de finale en jeu.
C'est exactement le genre de match immanquable que ce tournoi est désormais en train de préparer. Regardons maintenant ce qui attend au prochain virage. Le Canada affronte le Maroc dans un duel entre deux nations qui écrivent des chapitres entièrement nouveaux de leur histoire footballistique. Le Paraguay pourrait ensuite tomber sur la France, ce qui obligerait l'équipe de Kylian Mbappé à passer l'obstacle même qui vient de faire tomber l'Allemagne. Le Brésil attend de savoir si la Norvège ou la Côte d'Ivoire sortira de l'autre côté du tableau, et si c'est la Norvège, les supporters du monde entier auront enfin le duel entre deux des plus brillantes jeunes stars du sport. Le Portugal pourrait croiser l'Espagne, ouvrant la voie à une rencontre entre Cristiano Ronaldo, qui a déclaré que ce serait probablement sa dernière Coupe du Monde, et un phénomène adolescent que beaucoup considèrent comme l'incarnation de la prochaine ère du football. Ce ne serait pas seulement un match, ce serait une génération de grandeur qui passe le flambeau à la suivante. Le parcours de l'Argentine reste lui aussi fascinant à suivre. Lionel Messi continue de poursuivre une dernière épopée historique en Coupe du Monde, et sur le papier, le chemin de son équipe paraît un peu plus dégagé que celui de certains autres favoris. Mais les Coupes du Monde nous ont enseigné cette leçon encore et encore. Il n'existe plus de match facile dès que la phase à élimination directe commence. Chaque outsider y croit, chaque favori ressent le poids des attentes, et parfois, un seul instant change toute la trajectoire d'un tournoi. La France, de son côté, reste sans doute l'effectif le plus complet encore en lice. Mbappé n'a pas encore vraiment atteint son meilleur niveau, et s'il commence à produire son football le plus tranchant, arrêter la France pourrait devenir presque impossible pour toutes les équipes restantes. Mais voici ce dont presque personne, en dehors du monde du football, ne parle assez. Ce tournoi se déroule dans l'un des contextes politiques les plus chargés qu'une Coupe du Monde ait jamais connu, et cela commence tout en haut, avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, et sa relation inhabituellement étroite avec le président Trump. Lors du tirage au sort officiel de la Coupe du Monde plus tôt cette année, Infantino a remis à Trump une récompense spécialement créée, appelée Prix FIFA de la paix, un geste largement perçu comme une sorte de lot de consolation après l'échec de Trump à obtenir le véritable prix Nobel de la paix, qu'il aurait, selon plusieurs informations, estimé mérité. Infantino a ensuite été photographié assis sur scène, portant une casquette rouge Make America Great Again, lors du lancement du soi-disant Conseil de la paix de Trump. Les propres statuts de gouvernance de la FIFA imposent une stricte neutralité politique. Pourtant, des critiques dans tout le monde du football estiment qu'Infantino brouille de plus en plus cette frontière, en reliant directement la plus grande scène du football international aux intérêts politiques du dirigeant du pays hôte. Cette proximité compte à cause de ce qui s'est passé autour du tournoi lui-même. La politique des visas est devenue l'un des dossiers les plus conflictuels de toute cette Coupe du Monde. Les supporters d'Iran et d'Haïti font face à une interdiction totale d'entrée, ce qui signifie que seuls les joueurs et les membres officiels des staffs sont autorisés à se rendre aux États-Unis, tandis que les supporters ordinaires de ces pays n'ont aucun moyen d'assister aux matchs de leur propre sélection nationale. Les supporters du Sénégal et de la Côte d'Ivoire se heurtent à des obstacles tout aussi élevés, les visas touristiques étant largement suspendus, officiellement en raison de préoccupations liées à des dépassements de durée de séjour constatés par le passé chez des voyageurs originaires de ces pays. À un moment donné, le gouvernement américain a même instauré un dépôt remboursable, pouvant atteindre 15 000 $ pour les visiteurs de certaines nations, une somme censée n'être restituée qu'après le départ effectif du visiteur du territoire. Cette mesure a été discrètement levée pour de nombreux détenteurs de billets quelques semaines seulement avant le match d'ouverture, mais sa brève existence a révélé à quel point l'application des règles migratoires et la politique de sécurité nationale ont façonné l'expérience des supporters dans ce tournoi. Des organisations de défense des droits humains sont allées plus loin, mettant en garde contre ce qu'elles appellent un effet dissuasif dans lequel des supporters issus de communautés migrantes choisissent de renoncer totalement au voyage par crainte de croiser des agents de l'immigration près des stades, surtout après que des responsables américains ont publiquement refusé
d'exclure des opérations de contrôle dans et autour des sites de la Coupe du Monde. Il y a ensuite le prix à payer pour voir réellement ce tournoi en personne, devenu une controverse à part entière. La FIFA a introduit la tarification dynamique pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde, ce qui signifie que le prix des billets évolue en temps réel en fonction de la demande. Deux supporters achetant des sièges dans la même section pendant la même fenêtre de vente peuvent donc finir par payer des montants extrêmement différents. Les places premium pour la finale avaient d'abord été affichées autour de 11 000 $ et à la fin du mois de mai, le billet le moins cher disponible pour le match décisif sur le propre site de la FIFA était monté à 8 625 $. Les places accessibles aux personnes en fauteuil roulant pour la finale coûtaient au moins 10 350 $ et le tout dernier siège disponible au premier rang, juste à côté du poteau de corner, était affiché à un montant presque irréel de 690 000 $. Des associations de supporters et des organisations de protection des consommateurs ont accusé la FIFA de pratiquer des prix gonflés et opaques, certains supporters affirmant avoir acheté une catégorie de sièges avant de se voir attribuer des places nettement moins bonnes que celles annoncées. La situation a pris une telle ampleur que les procureurs généraux du New Jersey et de New York ont ouvert des enquêtes formelles sur les pratiques de billetterie de la FIFA, tandis que des associations de consommateurs ont déposé une plainte distincte auprès des régulateurs de l'Union européenne. En plus des ventes officielles, la FIFA exploite aussi sa propre plateforme de revente, prélevant, selon des informations publiées, une commission de 30% sur chaque billet revendu, un détail qui n'a fait qu'intensifier les accusations selon lesquelles les intérêts financiers, et non l'accès des supporters, guident les décisions au sommet de l'organisation. Le format élargi du tournoi attire lui aussi sa part de critique. C'est la première Coupe du Monde à réunir 48 équipes au lieu des 32 précédentes, faisant passer le nombre total de matchs de 64 à 104. Les critiques estiment que cette expansion dilue la qualité globale de la compétition en permettant à davantage d'équipes moins bien classées d'entrer dans le tableau, tout en rendant parallèlement la qualification plus facile puisque progressent non seulement les 2 premières équipes de chacun des 12 groupes, mais aussi les 8 meilleures troisièmes. Comme 32 équipes sortent désormais de la phase de groupe au lieu de 16, ce tournoi marque la toute première apparition d'un tour à 32 équipes dans ce format précis, ajoutant une couche supplémentaire de matchs, de déplacements et de coûts pour tous les acteurs concernés, joueurs comme supporters. Certains analystes du football et experts en gouvernance y voient quelque chose de plus calculé, estimant que les petites confédérations, dont les voix pèsent lourd dans la structure interne du pouvoir de la FIFA, sont celles qui bénéficient le plus des places supplémentaires. Cela nourrit une spéculation persistante, bien que non prouvée, selon laquelle Infantino aurait poussé cette expansion moins par nécessité sportive que pour consolider des soutiens politiques et renforcer sa propre position au sein de la Fédération mondiale. La FIFA n'a confirmé aucun motif de ce type, et cela reste clairement dans le registre de la spéculation informée plutôt que du fait établi. Les organisations environnementales ont elles aussi tiré la sonnette d'alarme. Des études indépendantes estiment que le tournoi pourrait générer plus de 9 millions de tonnes de dioxyde de carbone, principalement en raison des distances énormes entre des villes hautes réparties sur 3 pays et du volume massif de vols nécessaires pour déplacer équipes, staff et supporters de l'une à l'autre. Ce chiffre est comparable aux émissions annuelles totales de carbone d'un État insulaire de taille moyenne, comptant plus d'1 million d'habitants et plusieurs millions de touristes par an. Des organisations écologistes parlent déjà de ce qui pourrait être la Coupe du Monde la plus dommageable pour le climat jamais organisée. Et les problèmes ne s'arrêtent pas aux émissions. De nombreux stades se trouvent loin des centres-villes, avec un accès limité au transport public, et là où des options existent, les prix ont flambé avant le tournoi. Un court trajet en train vers un grand stade du New Jersey a ainsi brièvement coûté jusqu'à 150 $, contre un tarif normal d'environ 13 $. Après un fort tollé public,
Les organisateurs ont cédé et instauré un tarif de transport forfaitaire de 98 $, tandis que les navettes en bus sont passées de 80 $ à 20 $. Les automobilistes n'ont pas échappé à la flambée non plus, avec des parkings facturés entre 75 et 300 $ par match dans de nombreux sites, Boston se distinguant comme la seule ville haute sans alternative publique plus abordable au stationnement coûteux sur place. Et puis il y a l'arrière-plan géopolitique qui rend ce tournoi véritablement inédit. Les États-Unis, principal pays hôte, ont été engagés dans une tension militaire active avec l'Iran, l'un des pays participants, marquant la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde que le pays organisateur se retrouve en conflit direct avec une équipe engagée dans son propre tournoi. Des informations indiquent que les discussions entre responsables américains et iraniens en Suisse se sont effondrées à un moment de la préparation du tournoi, alors même que les États-Unis s'apprêtaient à lever un blocus naval du golfe Persique après un protocole d'accord signé électroniquement entre les deux gouvernements. Le guide suprême iranien aurait présenté toute concession américaine comme un geste dicté par le désespoir plutôt que par la bonne foi, selon des déclarations attribuées aux médias d'État iraniens. Ces interprétations restent toutefois contestées et doivent être traitées comme la lecture d'un camp dans une situation diplomatique mouvante et rapide, non comme un fait établi. Pour un tournoi construit autour de l'idée d'unité mondiale par le sport, l'image d'un pays hôte accueillant une équipe issue d'une nation encore techniquement en tension avec son propre gouvernement ajoute une couche de pression que la FIFA a largement tenté d'éviter d'aborder publiquement. Sur le terrain, pourtant, rien de tout cela ne semble ralentir le football. Au contraire, le chaos des 16e de finale n'a fait que relever les enjeux pour la suite. La plus grande leçon de ce tournoi jusqu'ici est d'une brutalité simple. L'histoire ne compte plus dès que l'arbitre donne le coup d'envoi. Les 4 titres de l'Allemagne ne l'ont pas sauvé. Le talent générationnel des Pays-Bas ne les a pas sauvés non plus. Chaque favori est vulnérable, chaque outsider y croit, et c'est précisément pour cela que ce sport mérite son surnom de beau jeu. Les réputations ne marquent pas de but. Seules les performances le font. À mesure que les tours à élimination directe s'intensifient, chaque nation encore en lice, c'est exactement ce qui est en jeu. Il n'y a plus de seconde chance. Une défaite et 4 années de préparation disparaissent en un instant. Une victoire et tout un pays célèbre comme jamais. La pression n'a jamais été aussi forte. Le bruit politique autour de ce tournoi n'a jamais été aussi assourdissant. Et pourtant, les plus grandes histoires, sur le terrain comme en dehors, restent peut-être encore à écrire. Il existe aussi une intrigue plus large sur ceux qui bénéficient réellement, financièrement, d'un tournoi de cette taille, et elle ramène directement à la relation entre la FIFA et l'administration Trump. Depuis son arrivée au pouvoir, l'administration actuelle présente publiquement la Coupe du Monde comme une vitrine pour les États-Unis, avec un président présent lors d'événements officiels de la FIFA et utilisant la lumière mondiale du tournoi pour son propre message politique. Des analystes qui suivent le croisement entre sport et politique ont décrit cette dynamique au moyen du terme sports washing, une expression habituellement utilisée pour des gouvernements autoritaires qui se servent de grands événements sportifs afin d'améliorer leur image internationale, même si dans ce cas, elle est appliquée à l'usage du tournoi par un gouvernement démocratique à des fins de communication politique intérieure. Des organisations de défense des droits humains, y compris des groupes qui surveillent les grands événements sportifs mondiaux, ont expressément critiqué la FIFA pour ce qu'elles décrivent comme une priorité donnée à une relation chaleureuse avec les dirigeants du pays hôte plutôt qu'à l'application de son propre engagement affiché en faveur de la neutralité politique et des standards de droits humains. Les responsables de la FIFA ont rejeté ces caractérisations, affirmant que dialoguer avec des chefs d'État fait partie du fonctionnement normal d'un tournoi de cette ampleur et que l'organisation reste déterminée à garder le football et la politique séparés chaque fois que cela est possible. La solidité de cet argument relève encore d'un débat public en cours, et non d'un consensus établi,
et il restera probablement un sujet de discussion longtemps après le coup de sifflet final de ce tournoi. Pendant ce temps, sur la pelouse, les affiches des huitièmes de finale commencent à prendre forme et à devenir certaines des rencontres les plus attendues de l'histoire récente de la Coupe du Monde. La victoire étroite et dramatique du Portugal contre la Croatie, arrachée grâce à un but tardif dans les dernières minutes, maintient le tournoi d'adieu de Ronaldo en vie pour au moins un tour supplémentaire, et les supporters portugais vivent désormais chaque match comme une possible dernière révérence de leur capitaine. L'Espagne a été totalement dominante dans son dernier match de phase de groupe, en surclassant l'Autriche avec 3 buts d'écart grâce à une prestation remarquable de l'un de ses attaquants, et ce genre de victoire nette a discrètement installé l'Espagne parmi les favorites du tournoi à l'approche des matchs à élimination directe, même si elle n'a pas reçu tout à fait la même attention que le Brésil, la France ou l'Argentine. L'équipe masculine des États-Unis, qui joue en tant que co-organisatrice devant son public, a assuré sa propre qualification pour les tours à élimination directe grâce à une victoire contre la Bosnie-Herzégovine. Malgré une réduction à 10 pendant une partie importante du match, après un carton rouge. Pour le soccer américain, atteindre les huitièmes de finale à domicile représente déjà une étape importante et l'ambiance dans les stades américains aurait été électrique chaque fois que le pays hôte a foulé la pelouse. Ailleurs, les supporters argentins ont fait sentir leur présence d'une manière très concrète, avec de vastes contingents de fans voyageurs remplissant, selon plusieurs informations, des stades en Floride avant les matchs de l'Argentine, ce qui a conduit le sélectionneur à saluer publiquement leur rôle comme celui d'un 12e joueur sur le terrain. La montée en puissance du football norvégien est aussi devenue l'une des histoires positives plus discrètes de ce tournoi, avec des produits dérivés de l'équipe nationale qui auraient été en rupture de stock dans les magasins du pays, à mesure que l'enthousiasme grandit autour d'une possible rencontre avec le Brésil, une affiche qui placerait directement face à face deux des jeunes talents offensifs les plus commentés du sport sur la plus grande scène possible. De l'autre côté du tableau, la Suisse et l'Algérie se préparent à leur propre choc en 16e de finale, tandis que le staff australien a exprimé sa confiance dans la possibilité de signer un résultat historique contre l'Égypte, une rencontre qui a attiré relativement peu d'attention mondiale par rapport aux affiches les plus médiatisées du tournoi, mais qui revêt une importance immense pour les deux fédérations concernées. Il faut également noter que l'arbitrage lui-même est devenu une histoire dans l'histoire de ce tournoi. La même technologie d'assistance vidéo qui a annulé l'égalisation apparente de l'Allemagne contre le Paraguay s'est retrouvée au centre de plusieurs autres moments controversés tout au long de la phase de groupe et au début des matchs à élimination directe, ravivant un vieux débat dans le football sur le niveau de contrôle que la vidéo doit exercer sur les moments décisifs et émotionnels d'une rencontre. Certains commentateurs couvrant le tournoi sont allés jusqu'à suggérer que le système de révision vidéo devient presque aussi influent sur les résultats que les joueurs eux-mêmes. Une affirmation qui reflète la frustration croissante de supporters ayant le sentiment que le rythme et la spontanéité du jeu sont perturbés par de longs arrêts consacrés aux vérifications, même lorsque ces vérifications débouchent finalement sur la bonne décision. Reste à savoir si cette frustration mènera à des changements formels dans l'utilisation de la technologie, mais elle fait clairement partie de la conversation plus large autour de ce tournoi, aux côtés du prix des billets, de la politique des visas et du format élargi. Mettez tout cela bout à bout, et ce qui apparaît, c'est une Coupe du Monde sans équivalent dans la longue histoire du tournoi. Une compétition où le football lui-même a produit certaines des surprises les plus stupéfiantes depuis des décennies, tout en se déroulant sur fond de restrictions de visas, de prix de billets records, de critiques environnementales, d'un format inédit à 48 équipes et d'un degré réellement inhabituel d'enchevêtrement entre la direction de la FIFA et la direction politique du pays hôte. Rien de tout cela ne change ce qui se passe sur le terrain, où le Paraguay, le Maroc, le presque exploit du Japon contre le Brésil et chaque parcours d'outsider jusqu'ici ont prouvé que la réputation et l'histoire ne signifient absolument rien une fois le coup de sifflet donné. Mais cela signifie que lorsque les gens repenseront à ce tournoi dans quelques années,
Ils s'en souviendront probablement pour bien plus que le nom de l'équipe qui a soulevé le trophée. Ils s'en souviendront comme de la Coupe du Monde où la politique autour du jeu est devenue presque aussi imprévisible et presque aussi lourde de conséquences que le football lui-même.